Donc, Jean-Pierre Michel, enseignant-chercheur retraité, à l'École des mines de Nancy. Donc, le plan de l'exposé, j'en ai pour 1 heure. Hein. Donc, d'abord, c'est l'état des lieux en 2015, en 2025, pardon. Donc, la dernière fois, j'avais fait l'histoire de l'énergie, depuis les origines de l'homme jusqu'à nos jours, et aujourd'hui, on regarde ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, on va aborder les différentes formes d'énergie, en particulier les énergies primaires, qui sont les énergies qu'on trouve dans la nature, et comment on les extrait, puis les vecteurs énergétiques, qui sont pas des énergies qu'on trouve dans la nature, mais qui permettent en particulier de transporter et de stocker les énergies. En premier lieu, il y a bien sûr l'électricité, qui est la reine des vecteurs énergétiques. Ensuite, je dirai quelques mots des consommations mondiales et nationales d'énergie. En deuxième partie, nous verrons que le développement humain est fortement lié, mais fortement corrélé à l'utilisation de l'énergie. Et ensuite, l'utilisation des énergies fossiles génère du CO2, comme tout le monde sait, et je parlerai un peu de l'équation de Caillas, qui est une façon, il n'a rien inventé, mais il présente les différentes solutions pour limiter les émissions de CO2. Puis on verra quelques exemples. Bon, alors, tout d'abord, les formes d'énergie. Énergie primaire, en premier lieu, bien sûr, il y a le soleil, hein, c'est en particulier aujourd'hui. Alors, on peut utiliser son rayonnement directement, soit pour avoir de la chaleur, soit pour transformer immédiatement en électricité. On peut utiliser son énergie de façon mécanique, grâce à l'éolien et à l'hydraulique. Bon, c'est un peu retardé par rapport aux émissions du soleil, mais enfin, c'est assez rapide. Et on verra aussi les marées et vagues. C'est quasiment du soleil instantané. Enfin, il n'y a pas que du soleil pour les marées. Et puis, nous parlerons des combustibles fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, qui sont de l'énergie solaire largement retardée, puisqu'ils ont été créés il y a quelques centaines de millions d'années, et qui ont le défaut d'être épuisables. J'en profite pour citer Fernand Braudel, qui a dit que, en fait, la première révolution mécanique de l'humanité, c'était du XIe au XIIIe siècle, par une utilisation intensive de l'énergie hydraulique et du vent. Bien sûr, on a utilisé le vent par la marine à voile bien avant, mais de façon intensive, c'était entre le XIe et le XIIIe siècle. La révolution industrielle n'est venue qu'après. Pour les vecteurs énergétiques, donc l'électricité, l'hydrogène, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on peut discuter si c'est qu'un vecteur ou si ça peut être aussi de l'énergie primaire. Et puis pour vous rappeler votre enfance, je parlerai de l'électricité, des gaz, des solides et de l'énergie cinétique, qui sont des façons vraiment ponctuelles de stocker l'énergie. Alors là, je vais repasser une diapo que j'avais montrée la première fois, mais c'est juste pour rappeler. Donc, il faut savoir que l'énergie se transforme, se conserve, c'est-à-dire on n'en perd jamais, mais en fait elle se dégrade, c'est-à-dire dans la plupart des cas, on termine avec de la chaleur à basse température qui est complètement inutilisable, quoi. Alors on va pas lire tout le tableau, mais enfin, par exemple ici, on a le rayonnement. Bon, j'ai dessiné le soleil, mais en fait c'est aussi les lampes. Bon, le soleil peut créer de la chaleur, ici c'est la chaleur. Mais réciproquement, la chaleur peut créer du rayonnement. Hein. Les lampes à incandescence qu'a inventé Edison, qu'on n'utilise presque plus maintenant, un filament de tungstène, le filament de tungstène était chauffé à plus de 2000 degrés et ça donnait de la lumière. Donc ça marche dans les deux sens. Pour le rayonnement, on peut aussi créer de l'électricité par le photovoltaïque. Et inversement, l'électricité peut créer de la lumière par les LED qu'on utilise actuellement. Un cas à part, c'est ici le nucléaire. Le nucléaire peut créer de la chaleur par fusion ou par fission, c'est le grand problème actuel. Mais l'inverse, c'est pas vrai. On ne peut pas créer à l'aide de chaleur ou de n'importe quoi du nucléaire.
Bon, l'électricité permet de tout faire, hein, de la chaleur, de la chimie, de la lumière, de la mécanique. On voit pas ton curseur quand Alors, tu c'est ça que déplaces. Alors, je ne comprends pas. pourquoi on ne voit pas là-haut? Oui. Et bon, ça c'est pas. Si quelqu'un sait faire, on voit ce curseur sur l'écran, mais pas là-haut. Mais ou alors il faut que tu partages différemment. Il faut peut-être t'arrêter, puis redémarrer. Mais il faut mettre plutôt. Alors je sais ce qu'il faut faire. Et on va l'arrêter. Je couperai dans la séquence. Tu permets que je le fasse? Oui, bien sûr. Et puis on va le mettre dans un mode lecture. Voilà, c'est ici. Ah oui. C'est le mode lecture. Donc voilà. Très bien. Ah bon, très bien. Parfait. Voilà. Super. Donc, on va passer en revue les différentes énergies primaires. Bon, tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, le Soleil. Alors, d'où vient l'énergie nucléaire? Ben, c'est de la fusion nucléaire, hein, puisque chaque seconde, il y a 600 millions de tonnes d'hydrogène qui se transforment en 196 millions de tonnes d'hélium. Donc, il y a 4 millions de tonnes qui manquent. Alors, où sont-elles? Alors, Lavoisier a dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et Einstein a dit que la masse et l'énergie, c'est pareil, hein. E égale mc2. Alors, le Soleil, donc, est une centrale nucléaire, mais qui émet dans toutes les directions. Malheureusement, il n'y a pas que nous qui en profitons. Et nous recevons à peu près 800 watts par mètre. Heureusement. Oui, heureusement, oui, non, mais d'accord. Oui, Heureusement qu'on prend que le petit terme de solide. oui, mais enfin, oui, bon, d'accord. Donc, par beau temps, comme maintenant, sans nuage, on reçoit 800 watts par mètre carré en incidence normale. Ça veut dire sur un écran qui est perpendiculaire au rayon du Soleil. Alors, est-ce que le Soleil est éternel? Bah, pour nous, oui. Il va durer 5 milliards d'années, mais on sait qu'au bout de 500 millions d'années, il aura fait évaporer toute l'eau sur la Terre, donc je suis inquiet pour nous. Alors, on peut récupérer le Soleil directement par la chaleur. C'est pas le lézard qui va me contredire, lui, il dort au Soleil. Là, je vous ai montré une photo de Odeyo. Il y a deux jeux de miroirs. Il y a un premier jeu de miroir, ici, qui sont des miroirs orientables, qui condensent les rayons du Soleil, suivant sa position, sur un miroir parabolique qui est là-dedans, et au foyer du miroir parabolique, c'est là qu'on condense toute la chaleur. Alors le but, c'était surtout d'avoir la température la plus haute possible. C'était expérimental, hein. Donc ils sont arrivés à 3300 degrés C. C'est pas mal. Question. Supposons que je vous donne tous les miroirs que vous voulez, hein. Vous occupez la moitié du ciel avec des miroirs. À quelle température maximale pourrait-on arriver? Bon, ben, je vous ai dit, la température de la couche externe du Soleil, c'est 5700 degrés C, hein. L'intérieur est beaucoup plus chaud, mais ce qui compte, c'est la couche externe, hein. 5700 en surface. En surface, oui. Oui. Degrés C. Enfin, bon, Oui, en Celsius. oui, en Celsius, oui. Eh bien, je vous ai dit la dernière fois que on ne pouvait pas spontanément, c'est-à-dire sans pompe à chaleur, faire passer de la chaleur d'un corps froid vers un corps chaud. Alors moi, je dis que le Soleil, là, je le considère comme un corps froid. Je suis un peu gonflé, mais enfin, c'est ce qui veut dire que s'il n'y a pas de pompe à chaleur, on ne peut pas avoir plus de 5700 degrés en mettant tous les miroirs qu'on veut. Voilà, donc c'était la limite supérieure. Bon, on l'a pas atteinte et de loin, mais enfin, c'est déjà pas mal. Alors, ça, c'était une expérimentale. Je crois que c'est plus ou moins abandonné. Bon, c'est un site touristique, c'est sûr, mais là, voilà le genre de radiateur. On l'expose au soleil. On a des tubes dans lesquels passe un fluide caloporteur. Ça peut être de l'eau sous pression, de l'huile ou autre. Et ici, il y a un échangeur et ça permet de chauffer l'eau pour le chauffage ou le sanitaire dans une maison. Alors là, ici, c'était à Fribourg. Fribourg, ils sont vraiment en pointe pour le développement écologique. Alors, le type nous montrait que c'est des tubes à double paroi. Il y a un tube de verre et puis dedans, il y a un tube pour le fluide. Et puis sur les toits, il y avait des installations c'est pour récupérer la chaleur solaire, hein. C'est pas l'électricité, mais on peut aussi, et bien sûr, vous savez, transformer directement la lumière du soleil
en électricité. Hein, c'est les panneaux photovoltaïques. Alors, ça date pas d'hier. Hein. Edmond Becquerel, en 1839, a déjà créé une cellule. Bon, c'était une cellule liquide, hein, c'était expérimental, c'était pas pratique, mais avec laquelle il transformait de l'énergie solaire en électricité. Bon, il a eu le malheur d'avoir un fils qui a découvert la radioactivité, si bien que le père Becquerel a complètement disparu des écrans. Hein. On est trahi par les siens. Bon, le problème des piles photovoltaïques, c'est que ça donne du courant continu. Et que, vous savez qu'on utilise maintenant que du courant alternatif, donc il faut absolument passer par un moduleur. Voilà. Donc ici, vous avez des panneaux solaires. Alors, le matériau de base, c'est le silicium. Bon, c'est un matériau très abondant. Hein. Il y en a 25% dans la croûte terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il est gratuit. Hein. Dans la croûte terrestre, ce qu'on trouve, c'est le minerai de silicium, c'est-à-dire le sable, quoi. Il faut extraire le silicium du sable, ça ne coûte pas rien. Et puis tous les sables ne sont pas adaptés. Il faut... Bon, est-ce qu'on pourrait trouver d'autres semi-conducteurs qui auront un meilleur rendement que les 20% d'une pile au silicium? Oui, j'ai eu connaissance de recherches qui étaient faites en Norvège. Ils avaient des semi-conducteurs haut de gamme, ils arrivaient à 40% de rendement. Et seulement, ils travaillaient sur 1 cm², et c'était des composés semi-conducteurs qui valaient une fortune. Donc, on peut oublier ça. Le photovoltaïque, ça sera du silicium et rien d'autre. Hein. C'est déjà pas si mal. Alors là, j'ai fait un calcul à la louche, hein, qui est tout à fait contestable. Je me suis dit, si on voulait, pour toute l'énergie qu'on consomme en France, utiliser seulement l'électricité donnée par le solaire, hein, les déplacements, le chauffage, enfin tout. Sachant qu'il existe la nuit, il y a des jours un peu sans soleil, enfin, avec un rendement moindre. J'ai trouvé à peu près, mais vraiment à la louche, qu'il faudrait couvrir 4 départements français complètement de cellules photovoltaïques. Bon, la Corse, les Bouches-du-Rhône, tout ça, moi je suis d'accord. La Moselle aussi qui nous fait suer un peu. Mais bon, en fait, on couvrirait pas entièrement des départements. Il y aurait une partie de chaque département, mais quand même, disons, ça ferait 10%. Imaginez la Meurthe-et-Moselle. Couvrir 10% de la Meurthe-et-Moselle avec des... C'est fou, hein. Il faut commencer par les toits. Oui, non, mais attends. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, Les autoroutes. oui, donc là, voilà un parc au sud de la France, je ne sais plus où c'est. Ils ont les toits bien orientés, évidemment. Bon, il faut savoir que quand même le photovoltaïque, pour une même surface au sol, et puis sur un an, si on veut, il est 20 fois plus efficace du point de vue énergétique que le bois et 120 fois plus que les agrocarburants. Hein. C'est quand même une très bonne solution, le photovoltaïque. Comment ils sont faits ces ordres de grandeur, là, les 20 fois plus? Oui, je sais pas, je comprends pas. C'est sur quoi? C'est quoi? On est capable de calculer l'énergie qu'on récupère d'un panneau photovoltaïque d'1 mètre carré sur l'année. Ça, c'est pas difficile. Hein. On peut faire ça pareil pour le bois. Hein. On plante des sapins, mais 1 mètre carré de sapin. Enfin, non, on est obligé les sapins ont un certain encombrement. On peut pas mettre les troncs de sapin les uns comme ça. Enfin, Au mètre carré au sol, voilà. l'énergie solaire est 20 fois plus performante qu'un mètre carré de forêt de bois, quoi. C'est ça? Oui, sur des Ok. sur des cellules photovoltaïques. C'est pas par rapport à l'énergie produite ou il faut 20 fois plus. Non, c'est le rendement de la surface au sol. Au sol, pareil, les agrocarburants, c'est moins rentable du point de vue énergétique que de transformer directement en électricité à partir de cellules. Il faut savoir que le bois, il faut quoi? Il faut 30-40 ans pour faire du bois combustible. Hein, parce que le photovoltaïque, c'est immédiat. Hein. Alors, c'est peut-être 22 fois, c'est des ordres de grandeur. Hein, Alors, là, j'ai visité pas mal le Fribourg en Allemagne, Fribourg en Brisgau. Quartier Vauban, c'est bizarre, mais c'est parce que l'armée française a occupé après la guerre. Hein. Donc, il y a un architecte, là, le Roldige, assez original, qui s'est fait construire une maison bâtie sur un axe vertical, un axe de rotation. C'est-à-dire qu'il peut tourner la maison comme il veut pour avoir du soleil dans son bureau du matin jusqu'au soir.
Et s'il veut avoir de l'ombre, il tourne un peu plus. Ça, c'est... Bon, c'est sur les panneaux solaires qu'il y a le moteur électrique qui fait tourner, je pense. Oui, oui, oui. Donc le rendement, je non, ne sais pas s'il est terrible aussi quand même. il paraît qu'il fait plus du triple de sa consommation d'électricité avec les panneaux qui sont là sur le toit. D'accord. Ouais, tout ce que je vous donne, c'est des ordres de grandeur, puis je suis pas les mesurer. Hein. Sorry. Je vais vous montrer. Bon alors, donc en plus, il a des panneaux solaires, mais comme je vous l'ai dit, que le rendement est d'autant meilleur qu'on est perpendiculaire aux rayons du soleil. Comme le soleil tourne, enfin, c'est pas lui qui tourne, mais enfin, il faut que les panneaux solaires suivent le. Alors là, j'ai amené un panneau solaire, c'est-à-dire que pour vous, l'est est à votre gauche. Donc au départ, le panneau solaire est comme ça, puis au fur et à mesure que le soleil monte, le panneau solaire, il fait ça. Oui, comme les tournesols, quoi. Qui ont inventé, Exactement, voilà. optimisé la. Mais ils n'ont pas breveté. Donc, Photosynthèse. Mais il a quand même des batteries ou il consomme directement toujours l'énergie? Oh, bah, il consomme sûrement pas directement, pour même qu'il s'éclaire le soir. Enfin, Ah, j'allais dire. ah bah oui, non, mais ça. Ou alors il vit que quand il fait jour. C'est un original, mais je n'irai pas jusque-là. Hein. Bon. Donc, pour les panneaux solaires, il y a deux axes. Il y a l'axe vertical de la maison, puis un axe horizontal aussi qui permet d'incliner comme ça. Bon, mais je sais que ça a été copié depuis. Il y a d'autres maisons héliotropes dans le monde. Enfin, est-ce que ça soit généralisé, c'est autre chose. Hein. Alors, l'éolien, c'est quasi instantané. Hein. Le vent suit à peu près le climat. Il y a 1 à 2% de l'énergie solaire qui est convertie en vent. Mais de là à la récupérer, c'est autre chose. Hein. Bon, l'inconvénient, c'est bien sûr que c'est inconstant. On ne sait jamais. Voilà. Alors, vous connaissez tous les éoliennes classiques, à axe horizontal. Bon, au Québec, il y avait une éolienne expérimentale à axe vertical. Alors l'axe, c'est comme ça, et les pales, c'était ces deux trucs-là, qui étaient orientables, et ça tournait avec le vent. Ils avaient d'assez grands espoirs. Bon, ils ont arrêté en 93, à mon avis, ça n'a pas débouché, quoi. Il y a une start-up française qui avait fait ça aussi en Montpellier, il y a 25 ans dans ces eaux-là. Ah oui, oui. Notamment, l'intérêt à l'époque, c'était de pouvoir supporter des vents très forts. Peut-être, oui, ah bah là, je veux dire que on sentait pas le moisi là-bas à Capcha. Hein. Il y avait des vents très forts aussi. Enfin, d'ailleurs, si vous voulez mettre des éoliennes, il vaut mieux aller où il y a du vent. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'avec le deuxième système que vous montrez, on se rend indépendant de l'orientation du vent, quelle que soit l'orientation du vent, on a une transformation en énergie qui est optimale. Oui, mais je pense qu'avec les autres aussi. Ben, les autres, Ah non, ben les autres, elle tourne. il faut les faire tourner. La tête tourne. Oui, alors bah, que là, c'est automatique. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, alors oui, elles sont omnidirectionnelles, mais malgré tout. Elles sont omnidirectionnelles. Voilà. Malgré tout, il faut quand même qu'il y ait une cinématique pour que le rendement de la pale, le profil de la pale soit orienté en fonction de la direction du vent. Oui. Donc il y a quand même une adaptation à l'orientation du vent. Oui. Alors, on passe à l'énergie hydraulique. On a appelé, quand on était jeune, la hue blanche. C'était un peu oublié, ce vocable-là. Bon, c'est évidemment le soleil qui évapore l'eau de mer. On peut considérer que l'eau reste en moyenne 8 jours dans le ciel, puis elle tombe. Alors, si elle tombe dans l'eau, dans un lac ou dans des rivières, elle est directement utilisable. Si elle tombe sur une montagne, ça peut prendre des années avant qu'elle ressorte. Hein. Ça devient une énergie différée. Alors, le fil de l'eau a été utilisé depuis longtemps, avec l'avantage, c'est régulier et à peu près constant. Bon, ça varie entre l'hiver et l'été, mais enfin, c'est pas comme le vent. Et il y a un ingénieur français qui a eu l'idée de faire des conduites forcées, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le fil de l'eau, c'est de prendre l'eau en altitude, la faire descendre dans des tuyaux pour arriver à son utilisation. C'est l'énergie potentielle. Voilà. Alors, je vais vous montrer exactement une conduite forcée tout à l'heure. Alors, après, il en a fait une de 500 mètres et ça serait lui qui aurait inventé le vocable houille blanche. Et c'est en 1880 qu'on a transformé l'énergie hydraulique en énergie électrique, parce qu'avant, c'était que de l'énergie mécanique, si on veut. Il y a eu des tas de petites centrales qui ont été faites pour les petites villes, les châteaux, les parcs. Bien sûr, ça s'est développé dans les pays montagneux, la Suisse, les Alpes. Moi, j'ai rajouté que son rue. Parce que quand j'étais ado, il y avait un voisin, quand le soir tombait,
il avait une corde dans la cuisine, il tirait sur la corde était renvoyée par des poulies et passait au-dessus de la route. Pour ça peut se discuter. Et comme ça, il ouvrait la vanne d'un petit étang qu'il avait. Et à ce moment-là, il avait du courant. Dans les Vosges, il y a beaucoup de fermes comme ça. En Côte-Sauvage, il y a. Je pense qu'il y en a qui restent encore. Bon, ça n'a pas duré parce que pour faire tourner l'électronique moderne, je pense que les gosses ont gueulé, puis c'était terminé, quoi. Hein, enfin, on peut le faire. Alors aujourd'hui, il y a environ 2600 barrages en France. Je crois que tous les sites sont saturés. Hein. Je crois que la moindre rigole qui pourrait accepter un barrage hydroélectrique est exploité. Hein. Pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé au cours des 30 ou 40 dernières années. Qui ont fermé? Oui. Oui, d'accord, mais oui, non, mais moi je dis qu'il n'y a plus tellement de possibilités d'en ouvrir d'autres, des nouvelles. Oui, d'autant qu'il y a une obligation de détruire certains sites pour des raisons écologiques avec les poissons et pas les détruire, les adapter. Établir la continuité écologique. Voilà. Oui, la continuité. Il n'y a aucune arrière-pensée, mais c'est vrai qu'on a cette obligation d'en détruire. Oui. Alors, je vous recommande, je vous recommande pas, faites bien ce que vous voulez. Il y a eu un film qui a été tourné sur la construction d'un grand barrage hydroélectrique à Ossois, au flanc d'Amont, avec Gérard Philippe, ça ne nous rajeunit pas. Mais d'après des copains ingénieurs, du point de vue technique, on peut toujours regarder parce que le décor est intéressant. Construction. Ils ont basculé l'eau de certaines vallées à d'autres vallées. Enfin, c'était avec des conduites souterraines, c'est un peu particulier. Alors voilà, une conduite forcée. J'ai demandé à un copain de me faire un dessin d'une conduite forcée. Il ne sait pas se limiter, il m'a fait un vitrail. Donc, vous avez ici la réserve d'eau, et vous voyez les tuyaux qui descendent et qui arrivent à la centrale hydroélectrique ici. Et c'est des tuyaux Pont-à-Mousson. C'est fait pour. Bon, alors on dit que l'hydroélectrique, tout ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais il n'y a pas d'amour heureux. Hein. Je vais vous parler du barrage de Malpasset, où sans faire de mauvais jeu de mots, ça s'est mal passé. En fait, ça veut dire mauvais passage, mal passé, donc j'invente rien. Mais c'était qu'un barrage hydraulique, c'était pour l'irrigation. Hein. On ne voulait pas faire d'électricité. Hein. Mais c'est le problème elle-même. Hein. Voilà ce qu'était le barrage au début. Et au premier véritable remplissage, il a craqué. Enfin, je peux vous dire que les gens de mon époque, ils ont écouté la radio toute la soirée. Hein. En fait, ils n'ont pas suivi les informations. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient consulté un géologue qui leur avait déconseillé. Ils ont laissé tomber puis ils l'ont plus consulté. Hein. Quelqu'un qui annonce des mauvaises nouvelles, c'est pas intéressant. Comme celui de Vieux-Pré, il devait s'appeler Pierre Percé. Ah oui. De vieux de Pierre Percé. Alors là, vous avez une vue. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une partie de la maison qui est restée. Enfin, il y a eu un nombre de morts et de disparus conséquent. Hein. C'est Raphaël, non, c'est ça, en fait, c'est la catastrophe. C'est Fréjus en bas. Fréjus, oui. Il y a aussi un barrage près d'Épinal qui a pété, là, le barrage sur le canal, comment il s'appelle? Près d'Épinal. À Bouzet, voilà. Le premier qui a lâché, et il y a eu, je crois, une cinquantaine de morts dans le village de. Sur la carte. Ah oui, oui. Et en fait, c'était le barrage qui alimentait le canal. Et là, c'est bien avant, hein, c'était en 1800, Ah oui, j'étais pas né là. Mais effectivement, les deux barrages qui ont lâché en France, c'est mal passé. Alors, je vais vous parler d'un barrage hydroélectrique. Enfin, c'est pas un barrage, c'est un projet hydroélectrique absolument faramineux, pharaonique, gigantesque, parce que j'ai eu l'occasion de vivre un peu là-bas, enfin, à cette époque-là. C'est au Québec. Alors, j'ai ici représenté le Québec, qui est la province canadienne, on peut dire presque la plus à l'est. Hein. Il y a l'Atlantique ici. Le Québec qui est plus grand que la France. Hein. C'est 3 fois plus grand que la France. C'est gigantesque. En fait, ici, on a le Saint-Laurent, et puis les habitants sont surtout autour du Saint-Laurent. Alors, il s'est posé un problème dans les années 60. Les Québécois se sont dit, pour faire l'électricité, est-ce qu'on va vers le nucléaire ou est-ce qu'on va vers l'hydroélectrique? Le problème se posait parce que du point de vue hydroélectrique, ils ont du potentiel. Hein. Il y a de l'eau. On dit qu'au Québec, il y a 1 million de lacs. Je n'ai pas compté, mais il n'y a peut-être pas 1 million, mais il y en a, il y a de l'eau. Hein.
Alors, et en particulier, donc ici on a la baie d'Hudson, bien connue, mais en bas de la baie d'Hudson, il y a la baie de James. Donc il y a un jeune politicien, plein d'avenir, plein de talent, qui a réussi à convaincre tout le monde qu'il fallait aller vers l'hydroélectrique. Bon, ben ok. Ils ont commencé en 1973 pour finir en 2015. Le problème, c'est qu'entre la zone habitée et puis la baie de James, il y a 500 kilomètres de forêt boréale, pas de route, rien. Donc, il fallait d'abord faire des routes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont, avec des hydravions, ils ont déchargé des ouvriers un peu tout le long, puis débrouillez-vous, construisez-vous une cabane, et puis faites la route. Ah, mais c'est. Ah, puis après, ils se sont rendus compte, ben, une route, ça suffit pas. Il faut en faire une deuxième. Seulement, la deuxième, il faut aller franchir une rivière, la Rupert, qui fait 500 mètres de large. Alors là, ça. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont trouvés un endroit sur la rivière où ça gèle rapidement. Et d'octobre à mai, il y avait une telle épaisseur de glace que les camions roulaient sur la glace. Ils avaient un pont en glace. Bon, en été, ça se pratiquait pas, mais. Et puis bon, après, ils ont construit 5 aéroports pour transporter des choses. Il y a eu du monde pour travailler. Alors le froid, c'était une difficulté. C'était d'ailleurs une difficulté pour couler le béton quand s'y gèle, ça va pas. Alors ils immergeaient des résistances chauffantes dans le béton pendant qu'il se solidifie, quoi. Ah non, mais je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, les Québécois ne referaient plus. Ça a été un tel problème. Enfin, c'est fait. Surface immergée, alors là, les chiffres diffèrent. C'est au moins un tiers de la Belgique. Seulement, je suis obligé de rigoler, mais on avait oublié les autochtones. Bon, les autochtones, quand ils ont appris ça, eux qui vivent de pêche et de chasse là-haut, bon, ils ont commencé à crier. Hein, justement, c'est les Indiens cris qui ont poussé les hauts cris, puis qui ont dit non mais hein, ils ont dit qu'ils habitaient depuis 8000 ans. Enfin, il s'agissait de leur ancêtre, bien sûr. Hein, oui, alors effectivement, on les avait oubliés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça nous arrive à tous d'oublier, mais là, on les a. Bon, alors on les a calmés. Je crois qu'ils ont dû toucher environ 100 000 euros par personne. Ah, Ça calme, je crois. Mais ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient que 3000. Hein. Enfin bon. Alors maintenant que c'est terminé, il y a un fleuve, il y a des tas de rivières, enfin il y a de l'eau, il y a de l'eau. Hein. Donc la baie James fournit 50% de l'hydroélectricité du Québec. Et les 50 autres pourcents d'électricité du Québec sont aussi de l'hydroélectrique. C'est-à-dire que du point de vue électrique, le Québec, c'est uniquement de l'hydraulique. Il y a eu 0 mort. Puis on s'est rendu compte à la fin, mais il restait du. Hein? On sait pas où ils sont. Ah, mais si, non, non, mais non, ils sont pas partis ailleurs. Attends, il faut bien voir qu'ils sont adaptés. Maintenant, il y a une route, il y a des aéroports. Il y en a qui font du tourisme, ils font du visite, parce que la baie de James, c'est un site touristique. Non, non, mais Il y a eu 0 mort avec des travaux qui ont duré aussi longtemps. Il y a peut-être eu un mort. Hein. Non, mais non. C'est pas celui-là. Hein. Bah, sympa. On pourra parler du. Non, le mort qu'il y a eu, il est indirect. Il est important. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, pendant que j'y étais, puis je pense que ça a duré après, les femmes étaient interdites de séjour là-haut. Parce qu'il y avait des problèmes techniques du diable, des problèmes climatiques du diable, des problèmes syndicaux énormes. Pour les gens gagnaient de l'or. Hein. Mais ils demandaient toujours plus, ils étaient en position de force. Personne n'était chaud, si je puis dire, pour aller bosser par moins 30 là-haut. Donc il n'était pas question, en plus, si on veut, d'ouvrir un étal de boucherie au milieu d'une meute de loups. Donc les femmes, il n'y en avait pas. Bon, mais à la fin, il restait du potentiel. Alors ils ont eu l'idée, on va faire de l'électricité qu'on va vendre à l'État de New York, qui est pas loin, à 1000 kilomètres, mais enfin c'est possible. Hein. Bon, alors là, les Indiens crient ont gueulé encore. Hein. Mais ils ne se sont pas adressés au gouvernement québécois, ils se sont adressés au gouvernement new-yorkais. Et à ce moment-là, les écolos new-yorkais ont fait un cirque d'enfer avec des violences et tout, si bien que le gouverneur de New York, un libéral, a interdit aux sociétés productrices d'électricité de l'État de New York d'acheter du courant québécois. Alors je vous raconte ça pour vous dire que la politique, après que les écologies et les libéraux, c'est un peu comme l'éolien, quoi. Ils sentent bien le sens du vent, quoi. Hein.
il change s'il faut, quoi. Enfin, c'est pour relativiser un peu toutes les idées politiques. Voilà. Donc, eh ben, le gouvernement québécois a arrêté. Donc, il reste du potentiel, on l'utilise pas. Bon, il y a des effets un peu pervers. Quand je travaillais là-bas, première fois, je vais dans le bureau avec le directeur, on allume la lumière. Quand on a fini, moi, on sort, j'étais à la lumière. Il est repassé derrière moi, il a rallumé, il m'a dit, au Québec, on ne coupe pas l'électricité. Ça ne garantit pas que ça soit formidable. Et on sait ce qu'elle produit comme énergie, la centrale hydroélectrique au Québec? La puissance. Ouais. Bah, la puissance, j'ai mis un peu, non, j'ai Non. pas mis. 80 Il manque TFA. Attends, Ah si, 80 TWh. oui, oui. Ça, c'est 40. Bon, il y a eu d'autres projets gigantesques, hein, le barrage des Trois Gorges en Chine, 600 km de long, la retenue d'eau. Bon, il y a des problèmes écologiques aussi avec les dauphins d'eau douce, ça bon. Là, ils ont déplacé 1,3 million de personnes. En Chine, ça pose pas réellement de problème, c'est pas 3000 cris. Ils pensaient fournir 10% de l'électricité en Chine, en fait, je crois qu'ils fournissent guère que 3%. Bon, il y a un film, alors là, celui-là, je l'ai pas vu, Still Life, qui a été tourné, un film de divertissement, sur le site de construction du barrage. Je sais pas ce qu'il vaut. Ils ont un autre gros projet en Ça, par contre, c'est un gros désastre écologique. Hein. Pardon? C'est un gros désastre écologique. C'est un gros désastre écologique. Oui. Alors qu'à la baie James, bon, on lui attribue d'abord 2000 caribous, mais enfin, c'est pas sûr, ils se sont noyés, mais Paris ils seraient noyés quand même, enfin, j'en sais rien. Parce que là, Pour la Chine, c'est autre chose. dans le Himalaya, Oui, oui. Magali, vous vouliez dire quelque chose? Le barrage est trop Non, je disais juste, c'est ce qu'il vient de dire. s'encrasser à cause du limon, Bah oui, pas forcément. comme le barrage Nasser. Il y a un projet de barrage encore plus grand là près du Tibet. Non, ils sont en train d'en faire plusieurs. Un grand Plusieurs. barrage fait plein de petits barrages. Ça va de massacrer Bon, on va passer aux biomasses, l'énergie primaire, donc c'est principalement du bois. Bon, le rendement est faible, hein. La végétation ne garde, on va dire, que de l'ordre de 10% de l'énergie solaire qu'elle reçoit. Alors, on va dire, on pourrait peut-être développer des plantes qui absorbent 100% de l'énergie solaire. Bon, ça reste à inventer. Puis, imaginez, ben, elles seraient toutes noires si elles absorbent toute l'énergie solaire. Donc, toute la nature serait toute noire, puis on verrait quasiment pas clair. Donc, c'est peut-être pas la solution, finalement. Elles peuvent pas être noires. Elles peuvent pas être noires si elles absorbent toute la lumière. C'est le verre qui fait la photosynthèse. Elle absorbe pas le vent. Ah oui, non, mais ce qu'elle absorbe, non, mais alors, moi, je vais vous dire, hein, une pomme qui est rouge, pourquoi elle est rouge? C'est parce qu'elle absorbe dans le bleu. Pourquoi je suis rouge, moi? C'est surtout quand j'ai absorbé du rouge, mais c'est un autre phénomène. Bon. C'est la composante. Oui, oui. Bon, puis le bois se renouvelle pas immédiatement, hein, ça prend des dizaines d'années avec des dangers de surexploitation. Bon, il y a 200 ans, en particulier ici, il y avait des conflits entre les particuliers et les industries, parce que les industries, enfin, c'est quoi, c'est Cirey-sur-Vesoul, ou je sais pas quoi, ou l'usine de verre, consommait beaucoup de bois, puis il n'y en avait plus assez pour le chauffage. Mais c'était même vrai avant avec le Oui, sel c'était- dans le Jura. Dieu, il y avait des trucs de sel. Et là, pour aussi. Alors en particulier, je me suis intéressé aux cristalleries de Baccarat. L'année où ils ont consommé le plus de bois, c'était en 1864, ils en ont quand même consommé 31 000 stères. Alors là, c'est sûr que ça ne pouvait pas durer. Il fallait passer au charbon à autre chose. Oui, aussi, parce qu'il était en voie. Alors la marée motrice, alors on dit que l'énergie marémotrice est créée par la Lune. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la Lune, le Soleil et puis le mouvement de la Terre. Enfin, si on veut écrire toutes les équations, c'est très long. Bon, il faut des sites particuliers en Angleterre, au Canada. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que la marée motrice a été utilisée bien avant l'usine marémotrice de la Rance. Pas Concarneau, il y a un petit estuaire. Pour en marée haute, il laissait monter l'eau, il fermait la vanne. Et à marée basse, il rouvrait la vanne, mais ça donnait de l'énergie mécanique pour un moulin. Mais ça date de Mathusalem. Tandis que l'usine marémotrice de 1966, je crois que c'est la première usine fournisseuse d'électricité. On peut aussi profiter de l'énergie des vagues et de la houle.
Alors, au départ, le mouvement de la houle servait à agiter des cloches, qui est célébré par Victor Hugo. Mais le premier brevet n'est pas d'aujourd'hui, donc le principe est simple. Il y a une partie qui est fixe au fond de la mer, et une partie qui est liée à une bouée, et puis la bouée monte et descend, ce qui entraîne un mouvement relatif dans cette partie-là, d'où on peut tirer de l'électricité. Je crois que c'est en Australie qu'ils sont le plus à la pointe de la recherche, mais actuellement, l'électricité est encore trop chère. Enfin, ça peut évoluer. C'est un problème de coût par rapport à la surface, à l'énergie disponible. Le problème, c'est que l'énergie qui est disponible est très très faible. Il faut des très grandes surfaces pour capter ça. Il y a plein de formes d'énergie comme ça, où potentiellement il y a de l'énergie, mais elle est tellement faible que c'est très difficile à capter. Oui, il faut investir. Bah, c'est ça. Oui, oui. Mais enfin, le prix de l'énergie n'est pas gravé dans le marbre. Le prix de l'énergie va changer. Hein. Il y a des choses qui sont un peu négligées. La quantité de câbles qu'il faut pour évacuer cette énergie aussi, c'est pas neutre. Hein. Ah oui, bien après, sûr. oui. Il faut dire ça. C'est énorme. Parce que c'est la surface, c'est l'énergie disponible au mètre carré. Enfin, pourquoi en France on n'utilise pas plus ça avec la longueur de côte qu'on a? Parce que l'énergie disponible au mètre carré est tellement faible. Elle est diluée. C'est pas qu'elle est diluée, il y a très peu d'énergie potentielle disponible. Donc il faut occuper des très très grandes surfaces pour capter ça. Il faut des infrastructures énormes qui coûtent extrêmement cher. Donc, effectivement, il y a de l'énergie, mais elle est tellement faible que je dirais, sur le plan économique, ça n'a pas de sens. Autant pédaler chez soi Voilà. sur un vélo. Hein. Ça produit rien, quoi. Ça produit rien. Mais pareil, dans votre jardin, il y a de l'uranium. Hein. Pour capter ça, quoi. Si vous voulez l'extraire, ça va coûter cher. Bon, donc des énergies primaires, on arrive au charbon. Alors c'est de l'énergie assez ancienne qui a été faite. C'est de l'énergie solaire qui a été stockée il y a quelques centaines de millions d'années. C'est de la vieille biomasse. Donc c'est pourquoi j'ai mis une barbe au soleil, parce que c'est du vieux soleil. Hein. Alors ça vient, le charbon, il vient de la décomposition des végétaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors. C'est une forme dégradée, c'est une forme évoluée de la biomasse. Oui, voilà, oui, oui. Alors là, j'ai un morceau de charbon qui vient des houillères du Nord. Et c'est un morceau d'écorce d'un arbre de l'époque qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le sigillaire. Et la particularité, c'est que les feuilles poussaient directement sur le tronc. Il faudrait que je prenne mes gants. Enfin, là, je vous en montre un bout. Vous allez dire que je suis pas trop sérieux, mais enfin, c'est un moulage du morceau. Je me suis permis de faire un moulage en chocolat. Il y en aura pour tout le monde si on veut. Mais ça a été moulé dans un élastomère de qualité alimentaire. Hein. Non, mais ça a été fait sérieusement. Bon, pour agrémenter, j'ai mis un peu de muesli, je sais pas quoi, mais je ne garantis pas que ça soit terrible. Non, bon, bah, tant pis. Hein. C'est de l'énergie aussi. Hein. Ah ben, un peu le chocolat. Oui, alors, attendez, donc, en fait, quand on dit charbon, bon, le charbon a été découvert par Marco Polo en Chine, qui l'a importé, il a trouvé des pierres qui brûlaient. Ça a servi à créer la machine à vapeur qui a servi à tirer les eaux d'exor dans les mines de charbon. Et puis, donc c'était un peu un cycle. Alors, il y a du charbon de très grande qualité, l'anthracite. Puis il y a du charbon de plus médiocre quantité. C'est même pas du charbon, c'est la tourbe. Quand j'étais gamin, on a encore visité à Gérardmer une tourbière exploitée. C'est-à-dire le type, il faisait des briques en tourbe. En fait, c'est des racines enchevêtrées. C'est plein de flotte. Donc, il faut faire sécher. Puis après, ça servait comme combustible, mais ça donnait plus de fumée que de chaleur. C'est encore utilisé dans certains pays. Hein. C'est sûr, oui, peut-être l'Irlande ou je sais pas où, non? En Allemagne. Puis en Russie. Bon. Alors maintenant, en France, je crois qu'on n'exploite plus les tourbières, surtout qu'on s'est rendu compte que c'était un puits à CO2 extrêmement intéressant. Il y en a une en Normandie, Provence, Ah oui. et qui fait beaucoup de débats. Bon, autre énergie primaire, le pétrole, qui est 31% de combustible fossile dans le monde. Pareil, c'est du vieux soleil. Mais c'est pour le charbon. Bon, lui, il vient de la décomposition de micro-organismes, de plancton. Alors, l'immense intérêt du pétrole, c'est qu'il a une forte densité énergétique et qu'en plus, il est liquide. Donc, pour le transporter, c'est facile. N'importe quel récipient, ça, vous pouvez mettre du pétrole. Si vous voulez transporter du charbon, c'est plus compliqué. Et il a contribué
à l'émergence du moteur à combustion interne, qui est le moteur de toutes vos voitures thermiques, alors que la machine à vapeur, c'était à combustion externe. Je ne sais pas si vous voyez, en France, 40 millions de véhicules avec un moteur à combustion externe, il y aura des accidents, des fois, ça sera innommable. Tandis qu'un moteur à combustion interne, Les gazogènes, Ouais, c'est ça? oui, les gazogènes, mais enfin, tout le monde n'avait pas gazogène. Il y a surtout d'autres vertus du pétrole, c'est tous les produits dérivés, le bitume. Voilà. Alors, donc, si on le distille, alors effectivement, on a en bas le fioul lourd et le bitume, et en haut le gaz, et on a l'essence, le kérosène et le gazole. Alors, il y en a qui disent, ah bah oui, mais le plastique, c'est mauvais. Bon, déjà, premièrement, le plastique n'a pas pour vocation de terminer dans la mer, hein. C'est ce qui se passe. Si vous allez un peu dans les pays que je ne citerai pas, c'est abominable. L'autre aussi, il finit dans la mer. Je crois qu'on le recycle, mais il finit dans la mer. Ah bon? Et comment alors? Oui, non, mais ça, c'est une petite quantité. Si vous l'incinérez, il finit pas dans la La mer, hein. première source de pollution plastique, c'est les fringues. La deuxième source, c'est les pneus. La troisième source, c'est les emballages. Les pneus, tout part à l'eau. Dans les fringues, Non, mais dans des machines à laver, ça les- va à l'eau, ça va à la les cimenteries on est achètent sur des pneus, hein. on est sur les microplastiques. Après, Ah bah, les microplastiques, oui. Je veux faire une remarque, et il faut faire la différence dans les plastiques entre les polyéthylènes et les PVC. Les polyéthylènes sont recyclables, alors que les PVC ne le sont pas, parce que c'est la filière chlore. C'est pour ça que les PVC, on les abandonne en ce moment. Oui. Oui, c'est important quand même de dire ça, parce que sous le générique plastique, on met tout et n'importe quoi. Il y a quand même un- Le polyéthylène est issu du pétrole, c'est des billes, on connaît le système, on formate des pièces, etc. Mais ces plastiques-là sont recyclables. Non, mais Oui. ils sont pas forcément recyclés. Ah, mais Bah non, mais c'est ça- pas forcément Non, mais si les recyclé. gens ont rien mais entre si les le deux oreilles, sont. moi, j'ai plus rien, hein. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Oui, non, mais Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'a dit Philippe, là. Oui. Je veux dire quand même, aujourd'hui, à travers nos rejets simplement de la machine à laver et des pneus, Mais les je pneus, dirais que toutes les pollution cimenteries qui est les brûlent. générée, Et toutes les cimenteries brûlent les pneus. Oui, mais non, c'est pas ça. L'usure des Ah, l'usure des pneus, ah oui, l'usure bah, des d'accord. pneus, Oui. avec le lessivage des sols, ça va aller, ça va dans la mer. La machine à laver, D'accord. 20 litres en sortie, les fringues se dégradent, ça part dans les eaux, qui repart à l'égout. Et ça, c'est une pollution qui est dramatique, Les plastiques, et qui moi, est quotidienne, et que je dirais, Non, mais d'accord, mais se voit pas. et qui est apparemment une des principales sources. Les pneus, c'est la deuxième. Les premières, c'est les fringues. Les deuxièmes, c'est les pneus. Les troisièmes, c'est les emballages. Donc, Oui. ce qu'on voit à la paille dans la tortue, le machin, enfin, comme Oui, ça, c'est les d'accord. emballages. C'est les fringues. non, mais moi, je veux bien qu'on Il y a deux autres secteurs, deux autres vecteurs qui sont très importants. Les fringues, la fast fashion officiellement, là. Mais la fast fashion polaire, Tissu synthétique. Ouais. polaire, quand on lave, à la fin, il y a des microplastiques qui partent. Ok. Non, mais moi, je veux bien qu'on supprime les plastiques. Enfin, si vous avez une salle d'opération, une salle de réanimation de l'hôpital, vous supprimez les plastiques, vous allez voir. On ne parle pas des. Mais justement, Non, mais c'est des plastiques. Et il n'y a pas que les deux plastiques. plastiques-là, ils sont d'une autre qualité que les plastiques qu'on a dans tout ce qu'on a. Non, mais ça Non. peut être recyclé, sinon on peut mettre la- Le polyéthylène, Non, mais l'intérêt de ce qu'il est aussi, c'est que ça, c'est une pollution qui est très, c'est c'est ça. directement lié à la nature. Ce qui est opération, enfin, c'est pas tout de rien. Ce qui est opération, Ouais, les plastiques bien. issus d'opération, ils ont dans des filières déchets, dans la filière déchets. Bon, recyclé, et recyclé. Là, je vais me faire opérer de la cataracte. On m'a mis des cristallins en polyméthacrylate de méthyle. On n'aurait pas dû le faire. Parce que ça va devenir quoi? Ah non, mais il faut être sérieux. Bon. Mais Alors, T'aurais recyclé. Ah, mais c'est pas la même chose. En espérant que ce soit pour vous le plus tard possible, ça partira à l'incinération. j'ai pas choisi encore. J'ai pas choisi. Bon, attendez. C'est mauvais pour Bon, au départ, le pétrole, porté aux États-Unis, bon, le distillait pour avoir le kérosène. Le kérosène, c'est ce qu'on appelait le pétrole lampant quand on était jeune. On s'éclairait qu'avec ça. L'essence, c'était un sous-produit que les charlatans vendaient en disant que c'était bon pour tous les maux, hein.
Ils vont. Maintenant, c'est plus ça, on profite de tout. Et je sais pas, j'ai des copains qui ont fait la guerre d'Algérie et qui m'ont dit que il y avait là-bas du pétrole assez léger qu'ils pouvaient mettre directement dans les jeeps. Enfin, les jeeps, c'est des moteurs robustes, hein. Si vous mettez du pétrole brut dans votre voiture, vous ne partez plus, hein. Voilà. Bon. Alors, l'énergie du pétrole, là, évidemment, la bouteille représente le monde, on a consommé la moitié. Et elle ne se remplira plus, hein, ça faut être clair. Pour le gaz, bon, il peut être seul ou associé au pétrole ou dans les roches, le gaz de schiste. Bon. Et ça, vous connaissez ça très bien. Alors, les vecteurs énergétiques. Alors, l'électricité, ce n'est qu'un vecteur énergétique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mine d'électricité ni de mine de batterie chargée. Vous me direz, mais il y a la foudre. Ben, c'est vrai que la foudre, c'est une énergie primaire. Mais seulement, on ne sait jamais ni quand elle tombe, ni où elle va tomber. Donc, c'est difficile de faire tourner votre machine à laver qui donne des débris plastiques avec. Elle serait lessivée. Hein. Si on savait faire ça, ça serait génial. Bon. Elle a un fort contenu énergétique, elle est absolument formidable. Elle permet de transporter sur des grandes distances, puisque si vous voulez transporter de la baie de James à New York sur 1000 km, bon, en plus, c'est que ça a des applications spécifiques, hein, toute la microélectronique, l'informatique. C'est plus du transport et du stockage, c'est autre chose. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire avec les autres formes d'énergie. Le défaut, c'est qu'elle peut difficilement être stockée. Alors, il y a des condensateurs, des batteries, au revoir. Mais enfin, quel vecteur, hein, qu'est-ce qu'on serait sans l'électricité? Pareil, on ferait quoi là? Rien. Alors, les condensateurs, c'est la seule façon de stocker de l'électricité sous forme d'électricité. On a fait des énormes progrès. On en est maintenant, je ne sais pas combien de farad pour un condensateur, mais c'est ridicule. C'est quelques kilowattheures par kilo. Bon. Les batteries, bon, vous avez tous dans votre véhicule thermique, pour ceux qui en ont un, des batteries au plomb. Alors, ça a l'avantage, c'est que ça peut donner un très fort courant pendant un temps court pour démarrer le moteur. Mais sinon, il y a des batteries plus élaborées. On peut stocker aussi l'énergie électrique sous forme d'eau, hein. Évidemment, il faut une géologie favorable. Le rendement, bien sûr, n'est pas à 100%. Alors, il faut qu'on ait un bassin supérieur, un bassin inférieur. Puis entre les deux, une pompe qui fait aussi turbine. Alors pendant les heures creuses, on pompe l'eau du bassin inférieur, on l'amène au bassin supérieur. Puis au contraire, quand il y a de la demande, on turbine. Alors, Oui, lac Blanc, oui. lac Blanc, lac Noir, je crois que c'est complètement fini depuis à peu près 20 ans. Non, Non, il y a eu un accident, puis je crois même que c'était démantelé. Enfin, L'accident, c'était 94, et puis il a fonctionné jusqu'en 2002. C'est 1934. Accident. Et, pardon. Ah, mais non, mais je crois qu'il y a eu autre chose depuis. Par contre, ils l'ont démantelé, par contre, on peut le remonter. C'est toujours sur surveillance EDF. Ah oui. C'est quoi, c'est 10 kW, ça, Hein? ça représente rien. C'est 10 kW ou 100 kW? De mémoire, le barrière Pierre Percé, il fonctionne avec le. Ah, Pierre Percé fonctionne, oui. Oui, Les lacs blancs, lacs noirs. Et ça a dû, la raison a dû correspondre. C'est beaucoup plus important. Le frais est beaucoup plus important en puissance. Bon, Et il y aura moyen de monter en puissance. C'est surtout pour les réserves d'eau. Hein. Ils l'utilisent pas pour faire le lissage de la production-consommation. Hein. Le prix, c'est surtout pour la Moselle, pour assurer Pour utiliser aussi de l'électricité qui serait gâchée, puisqu'on ne peut pas la stocker. Donc, on a intérêt à la dépenser, même avec un mauvais rendement, et puis la récupérer après, parce que il y a de l'électricité, quand on est en surproduction, il vaut mieux l'utiliser. Mais Alors, il va y avoir d'autres c'est sites. Tout à l'heure, intéressant. on disait il n'y a plus d'autres sites disponibles, mais quand ils ont fait du prêt, moi j'avais connaissance d'autres projets dans d'autres vallées où il peut y avoir. Et à la fin, ils ont choisi Vieux-Pré. Ça veut dire que dans les Vosges, il existe peut-être 2-3 vallées où il y aurait la possibilité de refaire Vieux-Pré, mais Il faut inonder. il faut inonder. Mais après, c'est des choix de sociétaux. Hein, ça. Mais il y avait quand même plusieurs projets. Il n'y a pas eu que projet Vieux-Pré. Donc je pense que dans les 10 ans, 20 ans, si on veut vraiment développer l'hydraulique, il va falloir inonder une vallée dans les Vosges. Mais ça peut être dans la forêt. Hein. Vieux-Pré, c'est pas des villages. Hein. On a inondé. Dans la forêt. Je sais pas pourquoi j'ai.
Il y a d'autres Oui. solutions qui vont venir En stockage? en stockage. Il y a toutes les recherches qui sont sur Ah, bah, sodium. En batterie. Ah oui, Non, oui, sur d'accord, les oui. ions, sodium-ion, les batteries, qui n'iront pas dans les voitures parce que le sodium est un peu plus lourd, et qui pourront être des stockages individuels dans la maison après, potentiellement. la durée de vie du stockage hydraulique, je dirais, c'est la claque d'Hercule, parce que c'est très très long. Hein. C'est bien comme le stockage hydraulique. C'est le meilleur stockage. On aura d'autres problèmes d'eau. Voilà. Il faut stocker l'eau. Quand on voit toute l'eau qui est dans les Vosges aux périodes pluvieuses et qu'on laisse tout partir, moi, ça m'a toujours vraiment étonné. Ouais, alors, il y a un problème là, avec la fin des concessions. Là, j'ai appris que, en ce moment, la France discute fort avec l'Europe parce qu'on Ah oui. arrive à la fin des concessions. Oui, ça fait 20 ans que ça Les- dure. donc, les barrages, y compris faits par vos ancêtres, seraient remis en vente. Donc, les gens n'ont absolument pas intérêt à investir si c'est pas eux qui rachètent ou Oui. à investir à perte, Oui, ça oui, n'intéresse c'est personne. un sujet. Alors, je crois que ça se discute ces jours-ci. Oui, c'est la PPE, là, ils sont en train de discuter de ça en ce moment. En matière de stockage d'énergie et d'électricité, il y avait aussi une autre solution, mais ça a dû être abandonné, ou c'est du bricolage, je sais pas, d'avoir des volants d'inertie, des gros volants Ah d'inertie. oui, oui, oui. Alors, que tu ça, fais c'est pour tourner. stabiliser le réseau. Ça. Hmm. C'est Oui. pour la stabilisation du réseau, c'est pas cher. Parce qu'il y a le stockage de grande durée, de grande puissance, Oui. et le stockage de très courte durée, de forte puissance. Donc, Pour la stabilité des réseaux, il faut du stockage Ouais. inertiel. C'est la meilleure façon Oui, ça marche de bien. stabiliser le réseau. Le stockage ou dépenses, ou Ouais. consommation. On a eu l'occasion de visiter notamment l'usine d'aluminium d'Unkerque, à côté de la centrale de Graville. Oui, oui. Et en fait, c'est ces usines qui sont très consommatrices d'électricité, notamment parce qu'on fait fondre l'aluminium avec des électrodes. Donc, eux, ils ont un coût, ils achètent l'électricité pas cher. Par contre, ils peuvent faire varier leur consommation à la seconde près. Et donc, c'est eux qui font le lissage à forte quantité du réseau. En fait. C'est-à-dire, c'est eux qui stabilisent le réseau D'accord. Ouais, oui. parce que c'est une énorme dépense immédiate. Voilà. Par contre, eux, que, de toute façon, ils C'est font pour ça qu'ils une payent journée pas pour cher. faire fondre l'aluminium, Oui. qui ça leur Oui. prenne 23 ou 25 heures, c'est pas le problème. Ils viennent de renégocier un contrat sur la longue durée, là. Ils viennent de négocier. Bah, C'est le- dans Ils négocient l'actualité. directement avec le ministre. Oui. Oui, c'est C'est gros Ils viennent de négocier. C'est pas électro-intensif. hier. C'est vrai qu'ils font partie des Hier, ils ont négocié un contrat sur Oui, de réseau. La régulation. Pas la stabilisation, la régulation. La régulation de réseau. L'adaptation d'un Bon, apparemment, pour la régulation du réseau, ils ont trouvé un nouveau truc. Et au lieu de pomper, mettons, pendant la nuit et de relarguer pendant le jour, ils ont un truc beaucoup plus souple qui permet presque simultanément de passer au pompage, au turbinage, pour justement aider le réseau. Ça, je sais pas. Hein. Là, c'est un peu, ça m'étonne parce qu'il y a quand même la colonne d'eau, qui a une sacrée inertie. Tu l'inverses pas comme ça. Hein. Oui. Ah, Non, mais oui, enfin, alors, il faut deux c'est plus colonnes. compliqué que ça, mais je suis incapable d'expliquer. Donc là, je vais vous montrer deux liens pour des sites qui concernent la consommation et la production d'électricité en France. Je peux pas faire des démonstrations parce que je suis pas branché sur le net et tout, mais ça prendrait du temps, mais il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc vous avez l'adresse ici, bon, je pense que Oui, la oui. plupart De toute façon, tu connaissent. passeras les slides, hein. Oui, oui. Donc, quand on met ça sur l'ordi, on a l'impression d'être devant un tableau de bord d'Airbus. Donc j'en ai pris que deux petits bouts, hein, parce que. Alors le premier, ça serait la demande d'électricité. Alors c'est pas tout à fait en temps réel, c'est, d'après ce que j'ai compris, tous les quarts d'heure. Encore que la nuit, je me suis pas relevé pour vérifier. Enfin bon, au moins le jour, c'est à peu près ça. Alors, vous avez donc à une heure donnée, mettons à 6h15, vous avez la demande d'électricité en France. Vous avez la part du nucléaire. Là, elle était relativement faible, puisque c'était que 62% d'électricité. Ça peut monter à 80. L'hydroélectrique, il ne faut pas oublier que l'hydroélectrique, c'est la deuxième source d'électricité en France. Hein. Oui, c'est ce que je pense. Bon, une autre partie du tableau, mais là, on voit rien, puis moi qui peux pas lire sans copier, il y a le gaz ici. Ça fait 1%. Le charbon, c'est toujours zéro. Chaque fois que j'ai regardé, on brûlait pas de charbon. Le pétrole, c'est 0 et quelques pourcents à ce moment-là. La biomasse, c'était un peu. La pompe, alors la pompe, c'est négatif. Ça veut dire qu'on pompait de l'eau pour les barrages, genre Grand Maison, etc. Tu connais cette application sur le mix? CO2 Mix, c'est la deuxième peut-être que tu as. Parce qu'on l'a- Non, c'est encore une autre. Je pense, attends. parce que Oui, c'est oui, on va oui, on va oui. l'afficher Il y a le après. solaire, il y a l'éolien. Il y a toute la Bon. bande de produits. Et puis après, on a les échanges. On va le faire après, on va le faire après.
On va faire ça. Après, il y a les échanges avec les pays voisins. Par exemple, l'Allemagne, c'est moins, donc ça veut dire qu'on vendait de l'électricité à l'Allemagne. La Belgique, c'est souvent zéro. Ils n'ont pas besoin de nous. Bon. L'Italie, ils nous achètent du courant. La Suisse, là, ils nous achètent aussi. L'Espagne nous en vendait toujours. Depuis leur accident, ça est passé à l'inverse, mais j'ai regardé ce matin, de nouveau, ils nous en revendent. Et puis le Royaume-Uni. Bon, bah, vous pourrez vous amuser. Il y a un autre site qui est beaucoup plus ludique parce qu'il y a de la couleur et puis on peut faire des tas de trucs. On pourra le regarder en direct tout à l'heure si on veut. On pourra le visualiser. Donc, j'ai juste pris une photo et là, c'est en temps réel. Le curseur, en fait, ça va de minuit à minuit. Alors ça, j'ai pas pris la photo aujourd'hui, mais je l'ai prise à 3 heures de l'après-midi. Donc, on a en jaune le nucléaire, en bleu, c'est l'hydroélectrique, en rouge, je crois que c'est le gaz. Et puis le solaire, qui évidemment ne commence qu'à 6 heures du matin, le feignant, alors que les autres fonctionnent tout le temps. Et puis, là, c'est l'éolien. Là, c'est les exports, parce que c'est négatif. Et curieusement, chaque fois que j'ai regardé, sur les coups de midi, 1 heure, on importait du courant. Alors, je ne sais pas si c'était pour réchauffer nos repas, ou je ne sais pas. On a l'obligation d'acheter l'énergie produite par le vent d'Allemagne, qui vient d'Allemagne. Ah oui, bah, On a c'est l'obligation. Donc, c'est pour ça qu'on importe, quand il y a beaucoup de vent en Allemagne, solaire, Ouais. on a Ah oui, l'obligation, EDF a l'obligation de prendre l'énergie qui vient de l'Allemagne. C'est une façon artificielle de modifier les coûts réels. Donc, Alors, ça, c'est encore autre chose, c'est le marché spot. C'est encore. Il y a deux logiques qui se percutent, hein, la logique économique, la logique. Alors, ce qui est bien avec ce logiciel-là, c'est qu'on peut aller un certain nombre de jours en avance, en retard, je veux dire, il y a peut-être en mémoire plusieurs mois. Bon, l'avenir, évidemment, on l'a pas, hein, que le présent et le passé. Et puis, on peut extraire, par exemple, l'énergie nucléaire, tracer la courbe de consommation d'énergie nucléaire. On peut faire des tas de trucs, hein. Il y a moyen de s'amuser. Alors, les autres vecteurs énergétiques, il y a l'hydrogène. Mais or, l'hydrogène, il y en a de toutes les couleurs, comme vous savez. Hein. On peut électrolyser de l'eau, etc. Juste une question. Est-ce que ça, c'est la production. Est-ce qu'on a un diagramme semblable au niveau des consommations? Oui, je l'ai. Oui, par type de consommation. Non. Consommation industrielle, consommation domestique, consommation, etc. Non, ça, je ne crois pas. Non, je ne sais pas. Non, mais par contre, on a les cours prévisionnels de consommation, parce qu'en fait, ils font du prévisionnel. Préparer. Oui, mais les consommations globales. Les courbes globales de consommation. Tu l'as. Là, c'est la production. Ça, c'est pas le. On le mettra peut-être en direct tout à l'heure. Parce que là, on enregistre. On pourrait avoir l'information à partir des compteurs des clients, pour voir quelles sont les consommations des clients en temps réel, avec Linky, par exemple, pour le domestique. Voilà, les difficultés de s'adapter au réseau, tellement il y a des variations énormes de consommation. Après, la consommation, on la connaît assez bien pour les particuliers. C'est pour ça qu'ils font des heures creuses et des. On sait très bien à quel moment. De façon très fine, comme on l'a pour la production. Il n'y a pas que les particuliers. Ouais, non, mais je dis pour les particuliers, c'est facile, on le connaît en fait. Parce que Les horaires de toute consommation. l'énergie électrique se déverse sur le réseau, et puis les clients absorbent en temps réel. Hein. Donc, savoir comment tout ça s'équilibre. Mais je pense qu'ils le savent assez bien chez EDF, puisqu'ils doivent le gérer. Oui, ils le savent. Ça, de toute façon, ils font des prévisions. Mais en tout cas, chez des particuliers, on le sait, c'est comme ça qu'ils construisent des heures creuses. Hein. Pour l'hydrogène, bon, je vais passer rapidement. Bon, ça. On continue sur l'hydrogène parce que pour la. Oui, parce que je vois qu'on est bourré par le temps un peu. Bon, ça pourrait être aussi une énergie naturelle, quoi, je veux dire. On peut trouver de l'hydrogène natif dans la profondeur de la Terre, y compris en Lorraine. Ça pourrait même être régénérable, c'est-à-dire que la Terre en reproduise continuellement, quoi. Ce serait pas uniquement un gisement, mais enfin, je pense que c'est. Pour l'instant, il ne faut pas trop y penser. Une énergie fossile, non? Non, c'est les régénérer, c'est primaire. Hein, donc là, juste un petit truc sur l'utilisation de l'hydrogène, parce que j'ai travaillé à Mannheim où il y a l'usine Evobus qui fabrique des bus. Et il faisait, bon, je pense que c'était de la pub aussi, des bus de ville pour la ville à hydrogène. C'est-à-dire sur le toit des bus, il y avait des bouteilles d'hydrogène à 300 bars, et puis à l'arrière du bus, il y avait une pile à combustible, c'est-à-dire que l'hydrogène rentrait là, l'oxygène rentrait sous forme de l'air ambiant,
et dans la pile, dans l'électrolyte, ça se transformait en eau. C'était dans le pot d'échappement, mais c'est pas gênant, et ça fournissait du courant. Alors pour un véhicule de ville, bah, ça marchait, hein, il y a 30 ans ça marchait encore. C'est pas trop dangereux parce que même si le bus rencontre une voiture, les bouteilles sur le toit vont pas souffrir. Et de toute façon, il est rare qu'un bus de ville se foute sur le toit, donc sinon, je sais pas. Bon, l'élasticité, bon ben, tout matériau élastique peut stocker de l'énergie. Alors dans les mines de charbon, pour ceux qui sont descendus, hein, il était absolument interdit d'avoir un briquet ou des allumettes dans les poches. Bon, s'en servir, c'était atroce, mais à cause du grisou, il fallait vider ses poches avant de descendre. Donc les locomotives qui existaient, elles étaient air comprimé. On descendait des bouteilles d'air comprimé et ça donnait théoriquement pas d'étincelles, quoi. Bon, là, je vous rappelle votre enfance, hein, on peut stocker de l'énergie dans un ressort en acier. Un arc aussi, hein, quand vous tirez à l'arc contient de l'énergie stockée. Vous n'avez pas stocké longtemps parce que ça fait mal au bras et vous lâchez la flèche. Il faut la fournir l'énergie. Ben, toujours. Toujours, oui. Bon, on peut stocker aussi par des volants d'inertie dont on a parlé tout à l'heure. Là, vous avez tous eu ça quand vous étiez gamin. On faisait rouler la voiture. Et il y avait un volant en acier dedans. Et avec de la vitesse, après la voiture pouvait parcourir la pièce. Enfin, c'est quand même des niches. Hein, bon, c'est donc l'énergie primaire consommée dans le monde. Il faut savoir on utilise à peu près 2 TEP par humain. Hein. Ce qui n'est pas rien. 2 tonnes d'équivalent pétrole sont consommées en moyenne par humain. Bon, je passe assez vite parce que ça, je pense que c'est rapide, tout à fait connu, puis qu'on arrive au bout. Les énergies primaires en France, ben, vous savez, hein, le pétrole, le nucléaire. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez nous redonner, je l'ai plus en tête, l'équivalence qui est entre la TEP et le kilowattheure. Parce que ça, ça ne parle pas. 1 litre d'essence, c'est 10 kilowattheures. 1 litre d'essence, 10 kilowattheures. À peu près, oui, non, mais enfin, moi je néglige les petites richesses. Oui, alors, équivalent pétrole, vous parlez d'essence. Je parle d'essence, de pétrole, mais pour moi c'est tout pareil. Hein. D'accord. Par exemple, si au lieu de manger, ben, n'importe quoi, là, vous arriviez à vous nourrir et à vivre normalement, c'est-à-dire entretenir le métabolisme et travailler normalement, au lieu de manger des aliments, en mangeant de l'essence. Combien de temps, avec 1 mètre cube d'essence, vous pourriez vivre et travailler et agir normalement? 1 mètre cube d'essence? Oui, 1000 litres d'essence. 3-4 vies, moi je dirais. Voilà, t'es optimiste. Hein. Ah ben 1 tonne, c'est 1 million de grammes. Hein. Quelle que soit la tonne. Ouais. C'est ça, puis il faut 3 grammes par jour, à peu près. Enfin, 5 grammes par jour. 5 grammes par jour d'essence pour couvrir les besoins en joule. Bon, en fait, j'ai fait le calcul. Avec 1 mètre cube, avec 1000 litres d'essence, vous pouvez vivre 11 ans. Vous pouvez faire le calcul, non, mais je pense que je ne me suis pas trompé. Si, c'est ça, hein. 11 ans. C'est une fiche réflexe, ce truc-là. Une fiche. Oui, tout à fait. Mais fiche repère. je suis un peu surpris de l'hydrogène. Pardon, de faire de tête. Oui, battu. Il suffit de connaître l'enthalpie de combustion de l'hydrogène, que je connais plus par cœur, mais. Bon, on va parler des besoins humains en énergie. Bon, évidemment, l'homme n'a pas seulement des besoins vitaux, à la différence des animaux. Il faut qu'ils se logent, qu'ils se déplacent, qu'ils se chauffent, qu'ils s'instruisent, qu'ils se soignent. Il y a des interactions. Oui. Tout cela demande de l'énergie, et plus le niveau de vie est élevé, et plus on consomme d'énergie. Bon, l'inverse est discutable. Hein. Vous pouvez gaspiller de l'énergie sans que votre niveau de vie augmente. Alors, on a essayé de corréler l'énergie consommée à l'indice de développement humain. Alors, l'indice de développement humain, comme tous les indices, c'est impossible à calculer. En fait, on a pris un indice simple, composé de 3 indices. L'indice d'instruction qui est... Alors, on a travaillé par pays, hein, pas par individu. Donc, l'alphabétisation et la durée des études.
l'indice sanitaire, l'espérance de vie à la naissance. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais l'indice économique, le PIB par habitant, avec parité, parce qu'il faut corriger du pouvoir d'achat. Il y a des pays où on peut vivre quand même avec peu de PIB, peu d'argent. Et alors, là j'ai une première courbe, vous ne lisiez pas ce qui est là, c'est la consommation d'énergie, mais les unités ne sont pas bonnes. Vous vous rendez compte que qu'il y a une courbe quand même qui montre une très grande corrélation entre l'indice de développement humain que j'ai défini, hein, la santé, l'éducation, etc., et la consommation d'énergie. Alors au début, vous retrouvez les pays d'Afrique développée, mais quand vous augmentez un peu la consommation d'énergie, vous augmentez beaucoup l'indice de développement humain. Et puis, au contraire, à l'autre bout, ici, on a un plateau, vous consommez, mais vous n'augmentez pas l'IDH. Évidemment, ça ne tient pas compte du climat. Par exemple, ici, on a la Norvège. La Norvège, dit-on, de l'hydroélectricité, à savoir qu'en faire, et il fait un froid de chien là-haut. Donc, c'est normal qu'ils consomment plus d'énergie sans gagner beaucoup d'indice de développement humain. De la même façon, on trouverait l'Islande aussi. Hein. Bon, la France est quelque part ici. Ah oui, d'accord. On consomme 4 tonnes d'équivalent pétrole par an. C'est 2 tonnes, c'était pour l'humain moyen. Le français, c'est 4. Vous voyez que on a un indice de développement humain qui est tout à fait correct. À la limite, on n'en consommerait que 2. Bon, ça serait presque correct aussi. Il y a le Portugal qui est juste avant. Oui. Puis là, j'ai un autre truc. Qui est... Il est intéressant, votre graphique, parce que sur la phase, enfin, moi je l'interprète comme ça, sur la phase plateau, il faut compter tous les pays, et on cite souvent les États-Unis, où il y a énormément de gâchis. Oui. Il y a du gâchis énergétique, gâchis de nourriture, gâchis de ci, gâchis de ça. Et voilà, donc voilà, c'est des habitudes comportementales, ça, qu'il faut changer. Si vous regardez le Qatar, on pourrait dire la même chose aussi. Exactement pour le Qatar. Bon, l'Islande, c'est plus compliqué, ils ont de la géothermie à savoir qu'en faire, et puis il fait froid en Islande, hein, donc un petit chauffe. Hein. Enfin voilà. Mais ça, vous trouvez ça sur le net. Donc je vais passer. Alors, les besoins humains en énergie. Bon, là j'ai repris un dessin du livre de Jancovici, où on a en France en moyenne 600 esclaves à notre usage par les énergies fossiles. Ah, si vous regardez par exemple la pelleteuse, puis si vous mettez à côté avec une pelle une pioche, vous vous rendez bien compte que la pelleteuse est bien plus performante. Puis elle fatigue pas, elle se syndique pas. Voilà. Non, mais je vous conseille fortement, pour ceux qui l'ont pas, Le monde sans fin de Jancovici. Alors, un petit mot pour l'équation de Caillat. Bon, alors, j'ai vu que ici on agit, il y a quelqu'un qui a tenu 1 heure dans une conférence sur ici. Voilà, je sais pas ce qu'il a, j'ai pas pu y assister, je sais pas ce qu'il a pu dire. Mais enfin bon. Elle doit être en replay, parce que sur le site, les replays sont disponibles. Malheureusement, certains, il n'y a que les 2 premières minutes, et d'autres, il y a la conférence entière. Donc, bon, mais je pense que là, en 2 minutes, on va racler le problème. Lorsque Caillat, qui est un japonais, a défini CO2. C'est l'émission anthropique de CO2. La quantité de CO2 que le monde émet. La population, c'est la population mondiale. Tout est mondial là-dedans. Le PIB, c'est le PIB mondial. Et eux, c'est la consommation d'énergie mondiale. Alors, il commence par une équation que personne ne va contester, j'espère, où il écrit que CO2 égale CO2. Bon, ça va. Après, il a multiplié le deuxième terme par 1. Il aurait pu multiplier 1000 fois par 1, mais il a multiplié 3 fois. Là, ça ne change rien. Et il n'a pas mis 1, il a mis pop sur pop. Évidemment, ça fait 1. Pip sur pip, ça fait 1. Et E sur E, ça fait 1. Et puis après, c'est pas une entourloupe, il a glissé les dénominateurs d'un cran. Ça marche à 100%, vous essayerez avec des chiffres chez vous. Donc, il isole pop. Et puis après, il y a 3 termes qui sont des rapports. Donc, pour diminuer les émissions de CO2, il faut diminuer ces 4 termes. Si possible. D'abord, diminuer la population. C'est sûr qu'on est trop nombreux sur Terre. Mais dans l'esprit humain, c'est croisser et multiplier. Dire aux gens qu'il faut diminuer la population. Vous aurez contre vous toutes les croyances, toutes les religions, enfin, tout le monde.
je vous souhaite bon courage. Bon, PIB sur POB. J'ai perdu la flèche. C'est le PIB par habitant. Donc, il faudrait diminuer le niveau de vie. Là, c'est pareil, je vous souhaite bon courage. E sur PIB, il faut diminuer la quantité d'énergie pour produire 1 euro de biens. Bon, ça se fait, hein, ça se fait. Voilà. Et CO2 sur E, c'est diminuer la quantité de CO2 pour disposer d'une quantité d'énergie donnée. Ah, ça, on le fait tous les jours aussi. Donc voilà, les 4 facteurs. Et je trouve que l'équation de Kaya, qui n'apporte rien, si on veut, hein, n'importe quel gosse peut écrire ça, oui, c'est bien. Ça fixe les idées quand même. Tu transfères les. On peut l'utiliser Bon. pour la mobilité. On peut la transcoder selon les secteurs, en fait. Ça, c'est l'équation générale. Et on peut la destiner pour la mobilité, par exemple. Avec les kilomètres. Parce qu'il s'appelle Kaya, les Japonais. Celui qui- Il se sera appelé Michel, non, l'équation de Michel. Pas de pause, c'est... Oui, non, c'est... Bon, On trouve sur Internet un papier de Jean Co, qui date de 2014, hein, qui avait fait, moi je l'ai imprimé ce matin, il y a 16 pages, et il montre comment effectivement on peut agir sur chacun des termes. oui. C'est quand même très délicat, hein. Ah non, mais il n'y aura rien sans douleur. Hein. C'est pédagogique quand même. Hein, Oui, oui, CO2 sur eux, je ne sais pas si c'est ça que tu veux expliquer, mais le CO2 sur eux, ça vient le poids carbone de chaque énergie. Oui, oui. Donc le charbon est le plus élevé, et après on a le pétrole, après on a le gaz, puis après on a des énergies renouvelables et le nucléaire. Donc ça c'est très pédagogique quand même pour le choix des énergies. Enfin, je ne sais pas si tu vas en parler. Non, bah, de toute façon, tu me donnes 2 minutes, puis je vais arrêter, parce qu'on arrive à Non, l'heure. Non, mais, oui, ouais. Voilà, c'est Je dis un l'auditoire. petit truc amusant en se connectant, parce qu'en me présentant ici, j'avais regardé Kaya sur Google. Il existe un site où on peut estimer soi-même comment on se situe en termes de comportemental, quoi. Le carbone, c'est ça, Oui. c'est une geste Et alors moi, j'ai générale. découvert que j'étais un peu en dessous de la moyenne française. Bon, je dis pas que je suis satisfait, mais je crois que c'était beaucoup une affaire de comportement. Oui, bon, ça c'est ce qu'on diffuse, hein, c'est dans nos conférences. Voilà. Donc, André hier soir, et Mon c'est TTF. ça qu'on diffuse. Enfin, il y a pas Comment de- calculer son empreinte carbone. Voilà. Son empreinte carbone, c'est une affaire de comportement. C'est- Oui, oui. Oui, mais c'est lui. Ah, par une fête, c'est pas redit. Ah, Non, mais c'est aussi un peu la théorie du colibri, vous connaissez peut-être, hein. Oui. Le colibri qui va apporter sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Ça fait rigoler tout le monde, mais en fait, il faut que tout le monde participe, quoi. Et on Oui. a beaucoup de matière là-dessus, hein, sur Ah ce oui, sujet-là. oui. On a des Bien. conférences que- les ateliers. Alors, on continue, on termine l'exposé. Oui, bon, allez, je termine. Alors, on racle ça. Ça va être les 2 dernières diapos, là, ça va être une introduction à la journée du 4 juin, ou comment diminuer l'empreinte carbone de l'informatique, l'IA et tout ça. Alors, je vous ai mis des exemples comme ça, bah, qui sont juste... petite. Hein. Maintenant, Oui, non, mais c'est une petite TV LCD, non, mais il faut quand même 1 kilo, enfin, 1,5 tonne de ressources pour la faire. Il y a un équivalent en CO2 pour la faire, donc de 1000 km. Mais ça dépend de quelle voiture vous avez. Enfin, c'est des ordres de grandeur. Une télé moderne au LED organique, 7000 km. Un ordinateur de bureau, un smartphone, 400 mètres. Bon, là, c'est un truc que j'ai roté. Un circuit intégré moyen, ça pèse rien, 0,3 grammes. Il faut quand même 20 kilos de ressources pour le faire. Il faut 2000 produits différents. ouais. Faut pas croire qu'il y a que du silicium. Même si c'est le média de base. Oui, C'est oui. le sport. Mais ça permet de faire des tas de choses, hein, l'informatique, etc. Mais un circuit intégré ne déplacera jamais 1 gramme d'un centimètre. Hein. Ça sert pour l'intelligence, mais pour la mécanique, pas du tout. Alors là, après l'utilisation, là, on vient de voir la fabrication, l'utilisation, ben, 1h30 de web par jour, ça fait 105 mètres, oui, attendez, oui, par la télévision, 4h30 d'utilisation, ça fait sur 1 an 567 km en voiture, etc. Écrire un mail avec une pièce jointe, c'est équivalent à 28 mètres en voiture. Voilà, parce que c'est gratuit, donc on pense que ça coûte rien ni de côté ni de l'autre. Non, c'est pas... C'est une consommation pernicieuse. Voilà, oui. Alors, en conclusion, j'ai fait le bilan entre l'année 1800 et l'année 2025. Alors, en 1800, c'était le début des combustibles fossiles. On était 700 millions d'humains sur la Terre. La vie était difficile.
On vivait tant bien que mal, plutôt mal que bien, on vivait. Faut mettre l'espérance de vie, c'est plus parlant. Oui, oui, enfin, J'ai dit, faut mettre l'espérance de vie difficile, c'est. Oui, il faut mettre l'espérance de vie. oui, enfin, la vie, c'est aussi important que l'espérance de vie, hein. Travailler dans les champs, il viendrait m'en parler. Et on faisait surtout des travaux agricoles, hein. Il n'y a pas d'auto, pas d'avion. Aujourd'hui, on a consommé plus de 50% des combustibles fossiles. 8 milliards d'individus, bientôt 10 milliards. Mais par contre, la consommation des combustibles fossiles a permis d'élever l'IDH. Hein. Aujourd'hui, on a des tas de... On a pu faire des études, on est soigné, alors que dans le temps, on aurait cultivé des carottes et des patates, hein, ça veut vrai. Il y a 40 millions d'autos en voiture en France, 1 milliard dans le monde. Alors ça, pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon, mais ça ne durera pas. Et il y a 37 millions de vols aériens annuels, ce qui veut dire que par seconde, il y a un vol commercial qui décolle. Et l'aviation est née grâce au pétrole. Elle finira à 95% avec le pétrole, ça c'est clair. Et puis on a le temps. Des règlements climatiques. Nous, oui, nos enfants, non, les petits-enfants, encore moins. Voilà. Alors, on va revenir au Québec. Alors, au Québec, vous pouvez être déçu en mal, c'est comme en France. Vous êtes déçu en mal, c'est pas bien. Mais vous pouvez être aussi déçu en bien. Et quand vous êtes déçu en bien au Québec, c'est bien. Alors, j'espère vous avoir déçu en bien. Merci. Merci. Et puis là, je fais mon petit Étienne Klein, qui aime bien les anagrammes. Voilà. Tout Tony, alors, question. Voilà. Ah, question. C'est quoi votre approche sur le bois combustible? Est-ce que c'est émetteur ou pas, selon en CO2, hein, j'entends. Bon, CO2, ça peut être un cycle si on ne déforeste pas. Non, mais à l'échelle planétaire. Ah, bah, l'échelle planétaire, Ouais, c'est ça. je pense. Je suis d'accord avec ce raisonnement sur le périmètre français. Mais au-delà. Je sais pas si on déforeste, c'est Il n'y a plus de DF. Le bois énergie. Bois énergie. Bah, c'est Bah, il 1400 émet grammes par oui. kilowattheure. Normalement, il y a une valeur qui est à peu près Ouais. un peu supérieure au charbon. Non, mais ce qu'on dit, c'est qu'en France, c'est compensé par la repousse des arbres. Non, mais le groupe de travail bois et forêt, il est là-dessus depuis 2 ans. Il est là-dessus. Et puis on n'émet pas que du CO2, on émet aussi un peu de gaz. Bon, dans le temps, la question ne se posait pas, nous on se chauffait au bois. Hein. Non, mais moi je suis spécialiste de rien. Je parle de tout, mais. Moi, ce que je trouve intéressant, je pense que ça aurait été pas mal de voir l'intervention précédente que vous avez faite sur l'histoire des énergies. Que moi, on m'a passé un livre que je suis en train de lire en instant transition, qui rappelle que il n'y a jamais eu de transition énergétique jusqu'à présent, quoi. C'est-à-dire que on accumule les nouvelles énergies les unes derrière les autres, et souvent, historiquement, on présente l'évolution du charbon vers le pétrole, alors que je crois que c'est l'année dernière qu'on a eu la plus grosse consommation de charbon au niveau mondial, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant de le rappeler, parce que il y en a aussi beaucoup qui sont dans la nouvelle énergie, mais si on réfléchit pas, on va toujours être dans la même. Si demain l'hydrogène, on se dit c'est l'avenir, on va nous le rajouter en plus de ce qu'on consomme déjà, en se disant que. Et c'est beaucoup le sujet. Bon, après, on parle beaucoup de France, mais si derrière tout ce qu'on achète vient de Chine et produit avec le charbon, même si on a une énergie décarbonée, on a toujours un problème. Ah non, mais les émissions de CO2 sont démocratiques, tout le monde en profite. Hein. On fait du CO2 ici, tout mais est fois, humain. on affiche le pays comme étant plutôt D'ailleurs, nous, bon, mais si on se débarrasse du problème, entre guillemets, en regardant. Ah oui, mais je crois que quand on regarde la production de CO2 en France par Français, c'est entre 10 et 11 tonnes. Mais sur les 11 tonnes, il y en a 4 qui viennent de Chine. Hein. Oui, il faut voir. Non. Et après, il ne faut pas non plus. On est en train de comparer les différentes populations. On a rencontré des élus et c'est un argument qu'on nous disait tout le temps. On est que 1% des émissions mondiales à la France. Pourquoi ça aborderait notre économie alors qu'on va un effet marginal? Parce que c'est un effet marginal.
Et en fait, quand on regarde les émissions ramenées à l'habitant, la Chine est un gros émetteur, mais par chinois. C'est pas vrai? Ça. Et nous restons, nous les Français, dans le top 10 en empreinte. Ouais, il faut pas. Bah, ça, c'est l'autre débat. Faut pas les pointer du doigt parce qu'en plus, ils ont des On ramène à démarches l'habitant, aussi. on est. Mais c'est en fait, si nous on leur achète des produits sans se poser la question de C'est comment pour ils ça sont que je parle fabriqués, en empreinte. ouais, faut parler. Enfin, ils peuvent se poser des questions aussi. Hein. Mais ils s'en posent aussi, je pense. Après, on peut toujours Par discuter. rapport au 1%, il faut peut-être tout de suite dire la réponse qu'il faut avoir. Si quelqu'un vous dit, mais la France, on ne fait qu'1%, donc c'est pas la peine de se battre. Laissons déjà la Chine, les autres pays agir, parce que nous, de toute façon, si on fasse quelque chose de rien. Mais ce qu'il faut répondre, c'est que nous, ça fait un siècle qu'on émet, comme les autres pays européens. Donc on est quand même dans les plus gros pollueurs si on prend la globalité sur un siècle, pour le stock, sur tout ce qu'on a déjà émis. Donc, Ça, on est c'est le très fait, mais responsable. maintenant, on est encore responsable pour moi de ce que la Chine produit parce que pour des questions économiques, on est allé leur acheter en se moquant de la manière dont Qui le rachète? Quand on compare les empreintes par habitant dans le monde, l'empreinte prend en compte Ouais, les achats. elle prend en compte les achats. Eh bien, nous restons dans le top 10. Et je voulais le redire parce que vous avez parlé de l'équation. Et je pense que les biens consommés, c'est quand même hyper important, l'énergie produite par rapport aux biens consommés, quoi. En tout cas, il manque peut-être dans cette équation cette notion de, si on regarde que l'énergie pure, on Bah, il oublie, manque plein de choses. Il manque aussi, bah, si on veut, l'État démocratique, mais ça, on peut pas. Ah bah ça c'est autre chose. Dans les publications des shifters, il est beaucoup question entre autres dans le plan de transformation de l'économie française, de sobriété. C'est le mot qui est utilisé là. D'autres gens utilisent mais ça, certains de nos collègues dans le groupe énergie, faire attention à nos consommations et réduire notre gaspillage n'est pas à la hauteur de l'économie qu'il faut faire. Vous voyez ça comment? Bah après, ça dépend ce qu'on met derrière sobriété. Ah bah, de toute façon, on va dans le mur, hein, ça c'est clair. Mais enfin, il y a quand même Pas de la sobriété forcée. forcé par la nature. Bon, ben alors. Ça sera dans le mur, ça Bon, il y a quand même des airbags, il y a le nucléaire hein, qui va atténuer le choc. Contre le mur. En France. Je vous ai mis sur le Discord, je vous ai mis cet article. Quand on regarde actuellement avec le développement des consommations, Je l'ai lu en entier. il y a un débat sur l'IA, l'intelligence Oui. on continue à toute vitesse en disant on va mettre une centrale nucléaire près des data centers, etc. Donc, l'airbag, pas Bah, s'il n'y avait pas l'énergie nucléaire, on serait mal dans quelques décennies. Hein. Ouais, mais sauf qu'en 2050, ça suffira pas. Mais je ne dis pas que ça suffira. Un airbag, ça n'empêche pas les dégâts quand même de. J'ai dit tout à l'heure une comparaison entre 1800 et aujourd'hui. Oui, j'ai pris ça comme ça. 1800, nos ancêtres fabriquaient leur énergie. Ils avaient la scie, la hache, et puis ils allaient la chercher. Ils faisaient leur appouage pour arriver à fabriquer leur énergie. On a aujourd'hui, politiquement, concentré les choses, c'est le côté très jacobin français, je dirais, qui fait qu'aujourd'hui, on a une source d'énergie, puis après, on la distribue à tout le monde. Et à aucun moment, je faisais la remarque tout à l'heure, il y a les toits, si on veut mettre des panneaux photovoltaïques. À aucun moment, on rend citoyen la possibilité, ou on organise la possibilité de produire sa propre énergie. Moi, en tant que citoyen, si j'ai des panneaux solaires sur le toit, je comptais les calories, mais je vais l'utiliser au mieux. Je vais faire mon équilibre pour arriver à fonctionner au mieux. Et si je pense que ça incite à la sobriété. Aujourd'hui, on veut tout prix concentré. Au contraire, on va acheter plein d'appareils électriques, puisqu'on aura de l'énergie pas chère chez soi sous le soleil. Donc moi, je pense que le photovoltaïque, ça va dans le sens contraire de la sobriété. Ça va inciter les gens à consommer, à laisser allumer, puisque de toute façon, ils autoproduisent. J'ai quelqu'un de ma famille qui en a, et ben, ils voient chez eux qu'en fait, ça n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire que ça ne permet pas de faire fonctionner
tous les appareils. Et donc, si on essaye de faire l'effort, c'est très compliqué. Alors, quand est-ce que je cuisine, quand est-ce que je mets ma machine à laver par rapport à la production, etc. Et je ne couvre pas les besoins. Et donc, Non, c'est que 20%, ça couvre 20%. Les impressions tous les journalières. énorme et à une sobriété énorme. Vous regardiez tout à l'heure les courbes de consommation. On disait pourquoi on achète à l'Espagne. Ouais. Parce que l'Espagne, elle a le soleil. Je dirais, quand le soleil donne, l'Espagne elle se débarrasse de son électricité. Et donc, on achète à l'Espagne à ce moment-là. Je dirais, quand tu as chez toi un panneau photovoltaïque et que si tu as l'électricité, bah, tu vas mettre en marche la machine à laver. Oui, c'est à ce logique. moment-là. Oui, c'est logique. Il y a- Et on va améliorer, enfin, globalement améliorer les choses. Mais je pense qu'il faudrait mieux répartir sur les humains la maîtrise des choses.